Bienvenue à tous. Après un mois d'absence et des tribulations pour m'acheter un micro digne de ce nom, je suis de retour pour vous parler de l'esprit et la pratique des technologies avec Brossage Tech. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Vermeil, un ingénieur logiciel en freelance qui conçoit des sites web et des agents IA et qui n'a pas touché manuellement une ligne de code depuis 6 mois, ce qui m'a permis de dégager du temps pour ce podcast. Et ce n'est, j'espère, que le début. Car malgré la hausse du coût de la vie, la disponibilité désormais de puissance d'inférence en abondance absolue ou presque pour une centaine d'euros par mois nous donne l'opportunité, à nous, concepteurs de systèmes, de prendre le temps de développer notre pensée au lieu de rester de simples exécutants, c'est-à-dire de futurs chômeurs. Place donc au sujet du jour, la vitesse. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux, tels des serpents à la laine explosive, une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la victoire de Samothrace. Manifeste du futurisme, paru dans Le Figaro le 20 février 1909. La vitesse fait partie de ce qui définit nos possibilités dans la vie, à bien y penser. Elle est de la longévité virtuelle, élastique, extensible via l'audace technique de l'homme. Elle fait plus avec moins. Elle nous économise, elle concentre notre potentiel sur notre ligne de mire, tels les écrans à densité de pixels variable qui nous offrent une meilleure résolution droit devant notre rétine, par exemple dans les casques de réalité virtuelle, au prix d'une entropie accrue à la marge, d'une qualité dégradée. Extraction pétrolière, bruit, pollution et autres externalités négatives. Ainsi, une Ferrari ou une Kawasaki va procurer un plaisir et une vélocité optimale à leur pilote, au prix d'une consommation pétrolière et d'un bruit assez élevé. Écologistes, personnes âgées ou tout simplement grincheux comme je l'ai longtemps été, ayant vécu au bord d'une avenue, vont se trouver lésés par la négantropie locale, par la négantropie à la marge, de l'heureux propriétaire qui, s'il enfreint le code de la route, va trouver un bénéfice de gain de temps à l'usage de son bolide. La vitesse n'a pas le vent en poupe, pour ainsi dire aujourd'hui pourtant. Et c'est d'autant plus admirable que ces dernières années, un film qui est un pur hommage à la gloire de la vitesse ainsi qu'au courage des pilotes d'essai, ingénieurs et mécaniciens qui la rendent possible, ait vu le jour. Je veux parler de Ford versus Ferrari, Le Mans 66 en français, sorti en salle en 2019 et qui a été pour moi un incroyable bonheur à aller voir quand j'étais à Paris. D'une guerre d'ego entre Enzo Ferrari, comment ne pas parler de lui quand on parle de vitesse, le commendateur de la marque automobile du même nom, et Henry Ford Jr., va naître rien de moins que le blueprint de l'architecture de la supercar moderne, d'abord déployée aux 24 heures du Mans. Je veux parler de la Ford GT40. Les connaisseurs apprécieront. Et si jusqu'ici l'Europe était à l'avant-garde de la conquête de la vitesse avec Alfa Romeo, Ferrari, Jaguar, Bentley, Mercedes, Bugatti, etc., à partir de cette époque, l'Amérique s'impose comme compétitrice et impose son style. Dans les années 80, c'est au tour du Japon d'arriver dans le monde des supercars avec la Honda NSX, sa technologie VTEC et ses bielles en titane issues de la Formule 1. Son pilotage facilité par une électronique en avance sur son temps. La vitesse des supercars continue de croître à un rythme effréné jusqu'à la McLaren F1 de 1992 qui dépasse les 380 km/h en pointe. Il faudra alors plus de 10 ans pour que ce record soit battu par un autre véhicule de route avec la Bugatti Veyron. La marque française disputera ensuite des records successifs avec Koenigsegg, le fabricant d'hypercars suédois indépendant. Pour l'efficacité routière, cependant, et notamment l'accélération, les véhicules électriques ont déjà plié le jeu. Un cadre roulant en Tesla en 2025 a dans ses mains un véhicule plus performant, sous presque tous les aspects, qu'une star du showbiz roulant en Ferrari il y a 25 ans. On ne parle bien sûr pas de la dimension plaisir, mais de l'efficacité routière. Et pourtant, la réglementation et surtout les mentalités ne suivent pas.
En Occident, le discours consensuel dans l'espace public consiste à affirmer que nous allons trop vite et qu'il faut ralentir. Ralentir les autoroutes, limiter les vols en avion. Certains parlent même, chez les écologistes technophobes, de limiter le débit Internet des utilisateurs ou limiter légalement l'usage de l'IA. Il faut se rendre à l'évidence, la conquête de la vitesse pure s'est ralentie. Nous sommes à l'heure de l'optimisation, voire de la réduction. Alors que cette optimisation aurait dû s'accompagner d'un ruissellement plus rapide de véhicules performants ou de billets d'avion en supersonique, nous n'avons pas fait reprendre le service au Concorde, sous prétexte de bruit, et nous voici depuis 25 ans avec un mur du son, réservé en fait aux seuls soldats des forces aériennes. Pensez bien que autant de temps nous sépare des missions Apollo vers la Lune que de la même mission Apollo de Louis Blériot, qui traversa la Manche en 1909 sur un aéroplane monoplan. Et pourtant, nous ne sommes toujours pas retournés sur la surface de la Lune. Autant de temps environ nous sépare de la Lamborghini Miura de 1966, magnifique supercar V12 montant à 280 km/h, que cette dernière de la Ford Model T, première voiture fabriquée à la chaîne dans les années 1900 et qui atteignait péniblement les 70 km/h. Avant 1973 et le choc pétrolier, croyez-le ou non, en France, il n'y avait pas de limitation générale de la vitesse sur autoroute. Et la vitesse générale, si elle est assujettie à changement prochainement, serait probablement et par démagogie rabaissée en dessous des 130 km/h actuels, pour des raisons de sécurité, alors même que les véhicules sont de plus en plus performants et de plus en plus sûrs. Il faut actuellement 8 heures pour faire un Paris-Marseille en voiture au bas mot. Imaginez qu'avec un véhicule électrique et autonome futuriste ayant une vitesse de croisière de 200 km/h, soit le double, il n'en faille plus que 4. Et ce serait 4 heures de repos, de rêverie, de productivité ou de cinéma au choix, pas 8 heures de stress et de vigilance constante qui vous en paraîtraient en fait 12. Le tout en silence et sans aucun problème de stationnement, car tout cela sera d'ici 20 ans à coup sûr entièrement géré par l'IA. C'est comme si notre société favorisait systématiquement la sécurité au détriment de la vitesse des flux, des échanges, du gain de temps, et même en fait de la sécurité future engendrée par une montée en gamme technologique. Mon hypothèse est que nous sommes devenus une société âgée, donc très conservatrice, qui pense avoir tout découvert et même revenir de ses découvertes, refluer dans un âge de repentance où l'exploration, avec son lot de destruction créatrice, confère Schumpeter, et d'imprévu, n'est plus acceptable. Le prétexte pris est la préservation de l'environnement, ainsi que le salut de notre humanité authentique supposée. Mais l'industrie, c'est-à-dire le bras armé de la science et de la technique, n'est-elle pas à l'homme ce que la toile est à l'araignée, c'est-à-dire notre extension naturelle, vu que nous avons les capacités de la mettre en œuvre? Et n'est-il pas cocasse de voir que, sans vouloir généraliser, je remarque de nombreux vieux qui le sont assez pour se souvenir d'une époque où la jeunesse existait, où l'audace et la prise de risque faisaient partie de la vie, et à l'inverse de nombreux jeunes qui ne vivent que dans le virtuel et qui se comportent en vieux récalcitrants avant même d'avoir fait l'expérience de quoi que ce soit ou du levier que sont la vitesse et l'automatisation. Alors, de quel côté est vraiment la paresse? Dans le technosolutionnisme, c'est-à-dire l'ingéniosité humaine, ou dans le refus d'aller au feu dans les forges du volcan?